Ça y est, Balles perdues 3 débarque sur Netflix et casse tout sur son passage. Mais maintenant que la trilogie qui a relancé le cinéma d'action en France se termine, c'est quoi l'avenir de la tatane et de la tôle froissée dans nos chères contrées? C'est ce qu'on va voir. Lino l'increvable. Prenez-en de la graine, messieurs. Ce garçon en vaut 10 comme vous. Si pour vous, l'association entre Netflix et le Pays des Lumières vous évoque plus Alban Lenoir qui fout des grosses torgnoles que Lily Collins qui joue les influenceuses avec Brigitte Macron, vous êtes au bon endroit. Bon, après j'ai un petit faible pour le ridicule d'Emily in Paris, me jugez pas trop fort. Ce 7 mai débarque sur la plateforme Balles perdues 3, le dernier volet du triptyque de Guillaume Pierret qui s'est imposé comme une très belle surprise et le chef de file d'un certain cinéma d'action à la française, comme on en avait plus vu depuis longtemps. Pour vous la faire courte, je trouve ce 3e épisode toujours aussi génial et surtout généreux. Alban Lenoir incarne une nouvelle fois Lino qui sort de prison après les événements du 2e film et qui est bien décidé à retrouver Areski, le flic ripou qui avait tué son mentor au début du 1er film et qui voulait lui faire porter le chapeau. Le salaud. Mais cette fois, il est justement question de sauver Areski qui se voit traqué par toute l'organisation infiltrée au sein de la police qui facilite du trafic de drogue entre la France et l'Espagne. Plus grand, plus fort, plus fou, Balles perdues 3 vise la surenchère sans perdre de vue son concept et ses personnages et parvient habilement à se renouveler. Ça fait toujours plaisir de voir les décors de la région PACA être utilisés pour des poursuites inventives, mais au-delà de cet aspect chauvin, Balles perdues 3 transpire d'un amour pour un cinoche d'artisan qui impressionne par sa logistique et sa manière de magnifier les cascades les plus démentes. Mais maintenant que la saga est terminée, c'est aussi l'heure de faire le bilan et d'interroger l'impact de Balles perdues sur un genre qui a souvent du mal à s'imposer en France. Et pour ça, le mieux, c'était encore d'aller interroger directement les intéressés, puisque j'ai eu la chance de pouvoir parler avec Guillaume Pierret et Alban Lenoir de Balles perdues 3, mais aussi de leur place assez particulière dans l'industrie. Bon, déjà, faut rappeler que Balles perdues 1 avait largement dépassé les attentes de tout le monde, dans un paysage où il semblait plus ou moins orphelin et où EuropaCorp était en train de s'écrouler, ce qui n'était pas forcément une mauvaise chose pour le cinéma d'ailleurs. Le truc qui a bien souvent été pointé du doigt, c'est que Balles perdues n'a pas été récupéré par un distributeur de cinéma, mais par Netflix, qui s'est montré moins frileux que d'autres. Et pour Alban Lenoir, qui rêvait depuis ses débuts et son apprentissage des arts martiaux de devenir un acteur d'action, il est clair que le succès de Balles perdues a été difficile à concevoir dans un écosystème français pas très motivé. En fait, il s'est passé plein de choses. Il y a le rêve d'enfant de devenir acteur et de jouer dans ce type de film. Il y a cette frustration de voir le paysage d'action de ce genre-là disparaître, entre guillemets, petit à petit en France, parce que il y a eu des formidables années, les années Bébel et tout le reste, et même, j'ai envie de dire, jusqu'au Boulet, et qu'après, il y a eu une sorte de perte de confiance du public, comme si on faisait un peu ces films pour des mauvaises raisons, comme pas mal de polars. Par exemple, moi j'ai toujours le 36 quai des Orfèvres a relancé le polar en France, on a tous été ébahis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 100 polars de fait dans les 3 années qui ont suivi, puis il y a eu 95 d'aubes. Et je suis un peu violent, mais tu confirmes. Et donc du coup, on repère la confiance du public, et ce qui nous a valu que ça a été tout simplement impossible de vendre Balles perdues aux distributeurs, aux salles en fait, où tout le monde l'avait en main, ils disaient « Ah, c'est bien, il y a un truc, mais est-ce que vous êtes capable de faire ça à ce prix-là ?» Parce qu'il était un budget minime pour le premier opus. Est-ce que ça va marcher? Et au bout du compte, personne n'y est vraiment allé, et sans Netflix, Balles perdues n'aurait jamais vu le jour, donc ça, je les remercierai jamais autant. Et surtout, ce qui est fou, c'est que ton petit film qu'on t'a laissé faire il sort dans 193 pays, à 9h01 un vendredi, et que d'un coup on se rende compte, parce qu'on espérait un petit succès d'estime en France, mais alors que ça explose comme ça à l'international, c'était totalement irréel, quoi. En effet, Balles perdues prouve que l'exotisme du cinéma d'action français plaît à l'étranger. Netflix a très vite validé une suite auprès de Guillaume Pierret, et c'est pendant le tournage du 2 que le 3 a été confirmé pour conclure la trilogie. Ce qui a amené tout de suite Guillaume Pierret à avoir quelques idées. En fait, ce qui était super, c'est que quand ils m'ont dit ça, je me suis dit « Ah bah cool, on va enfin pouvoir cracher un hélico ». Donc j'ai directement été voir le resto d'à côté où il y avait tous les cascadeurs. J'aurais dit voilà, comment on fait pour cracher un hélico qui vole? Parce que faut pas qu'ils soient en vol stationnaire, faut qu'ils soient en mouvement. Et ils ont commencé à réfléchir. Là, ils étaient tous bouillants, donc voilà. Mais justement, comment on conçoit une séquence comme ça? Parce que là où Balles perdues 3 réjouit, c'est qu'il arrive à faire retrouver cette pure sensation d'adrénaline
qu'on ressent à 2 niveaux. L'effet waouh d'une cascade ou d'une chorégraphie cool, et à rebours, le moment où on se demande comment tel ou tel plan a pu être accompli. Pour ça, il faut entre autres se concentrer sur David Julien, le chef cascadeur des films Balles perdues, qui doit prendre les idées de Guillaume Pierret et les transformer en éléments concrets et filmables. Il y a par exemple dans Balles perdues 3 une course-poursuite en plein cœur de Montpellier où le personnage d'Areski, joué par Nicolas Duvauchel, est sur une moto sans casque, ce qui a été rendu possible par un rig inventé spécialement pour le film où une fausse moto est accrochée à un pick-up piloté par l'équipe cascade. Et pour la fameuse séquence de l'hélicoptère, c'est tout autant de challenges logistiques qu'il faut savoir affronter et qui donne indéniablement à la trilogie ce goût du savoir-faire qui se sent à l'écran. Donc c'est comme toutes les scènes de cascade, on a ce qu'on appelle les approches. Donc c'est effectivement des véhicules pilotés par des humains. Donc là on avait un pilote d'hélico qui devait voler en rase-motte et puis éviter le camion au dernier moment pour pas se cracher, voilà. Et après on coupe, et puis là on prend l'épave d'un véritable hélicoptère, sans le rotor, sans les pales. Et le plus dur c'est de se dire comment est-ce que cette masse, donc on ne peut pas piloter, parce qu'on ne peut pas mettre en danger le cascadeur qui est, le pilote tout simplement. Comment est-ce qu'on va le propulser sur un camion en fait. Et donc ça réfléchit à des tonnes de solutions en passant des grues, des câbles, des choses comme ça qui finalement ne peuvent pas être faites pour des raisons pratiques de terrain. Les grues sont trop lourdes, elles vont s'enfoncer dans le sol et tout. Très compliqué. Et David Julien vient avec une super idée de tout simplement poser l'hélico sur une remorque tirée par la vraie dépanneuse de Lino, donc de jeu, et de croiser le camion et puis ça va péter. Le problème c'est que ça demande un timing infernal parce qu'au moment où le camion va taper dans l'hélico, il faut faire péter l'hélico, il faut le faire exploser et il faut le détacher de son pilier, donc de la remorque, pour qu'il tombe proprement tout en tournoyant, etc. Donc ça c'est l'ambition de départ, mais en vrai on sait jamais ce que ça peut donner. Donc on tourne et on sait qu'il y aura un impact et puis voilà, on espère que tout va bien se passer et on pourra le faire qu'une fois. Voilà. Bon, en gros, il y a un sacré goût du risque, ce qui se traduit d'ailleurs par l'implication d'Alban Lenoir qui depuis le premier film tient à faire un maximum de ses bastons et de ses scènes de conduite lui-même. Sur une bonne partie du climax de Balles perdues 3, c'est lui qui est au volant de cette dépanneuse de l'extrême face à l'hélicoptère, ce qui peut faire un peu perler le front. Moi, c'est genre, on me verrait juste en amont dans la voiture quand il y a un moteur, allez, top départ dans 10, mais je perdrais toute crédibilité. Je suis comme ça sur le volant, à dire fais pas de la merde, 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 cartonne personne, oublie pas, c'est telle vitesse, c'est tel machin, déçois pas David. Donc David Julien, le régleur cascade, c'est je t'aime moi non plus quoi. Moi c'est un combat perpétuel de chaque jour pour être au volant, et lui c'est un combat perpétuel chaque jour pour me garder entier. Non parce que se péter un truc, moi je m'en fous, mais tu te pètes un truc, ben t'arrêtes le tournage, tu mets 200 personnes en carafe au chômage, et puis ça crée des soucis, ça décale tout, et c'est frustrant, mais parfois il faut écouter, il faut rester à sa place. Ce qui me plaît en Balles perdues, c'est au fond que ça repose sur un petit paradoxe. Ça cherche à aller toujours plus loin dans son ambition et dans ses moyens, mais ce spectaculaire total n'oublie jamais d'où il vient. Et ça veut pas dire que c'est cheap, bien au contraire. Mais cette humilité fait partie de son identité, ce que Guillaume Pierret résume par l'expression de blockbuster municipal. C'est un blockbuster municipal, c'est-à-dire c'est cette idée de toutes les ressources d'une petite ville où de notre cinéma, de ce petit budget sont concentrées dans un mini truc très généreux en fait. Voilà, c'est ça le blockbuster municipal, c'est de pas péter plus haut que son cul et de tirer un maximum du peu de ressources qu'on a pour fabriquer un truc. Et je trouve que ça collait très bien à Balles perdues 1 et c'est toujours le cas un peu dans le 3 finalement. C'est moins municipal parce que bon, on va un peu en Allemagne, on va un peu dans la région, mais c'est rigolo de se dire, ouais, on fait pas, c'est pas un James Bond, on va pas aux quatre coins du monde, on reste très localisé en endroit. Ouais. Et ce paradoxe, il s'exprime aussi par les chefs de poste de Balles perdues, qui avec le temps s'est nourri de talents français prestigieux, pour certains partis travailler à l'étranger. Au-delà de David Julien, on peut citer Jean-Baptiste Jay, le chef opérateur du film, qui a déjà bossé à Hollywood en tant que caméraman sur des scènes d'action, y compris sur le premier Captain America. Et c'est intéressant parce qu'on sait que les méthodologies de tournage peuvent pas mal différer entre l'Europe et les États-Unis. Et par rapport à ses ambitions, Balles perdues 3 incite ses créateurs à trouver un équilibre finalement assez international. Comme on a les meilleurs techniciens du monde, c'est normal qu'ils se fassent débaucher dès qu'ils peuvent aux States notamment, et donc du coup Jean-Baptiste par exemple va avoir vu des plateaux de films Marvel par exemple ou comme ça, donc il va être cadreur sur ce genre de film dès qu'il y a des plans un peu en mouvement d'action, donc il est souvent en contact avec les secondes équipes, les secondes units, il voit les moyens déployés pour faire certaines scènes, et puis ensuite il vient faire la même chose en France et il voit les peu de moyens déployés pour ces scènes-là, mais la méthode française est du coup ultra efficace. Voilà. Donc à force qu'il me dise, lui, Jean-Baptiste,
ce qui marche pas sur les plateaux américains, ce qui marche pas sur les plateaux français, oui, il faudrait faire ci, comme ça, machin et tout. J'ai dit, ben, deviens chef-op de Balles perdues 3, et on va mettre enfin en application les trucs avec lesquels tu me bassines depuis 4 ans, et on va voir si ça fonctionne, quoi. Et ça a fonctionné, et donc c'est trop bien. Mais je t'en donne un exemple tout bête, c'est on arrête de faire le clap pendant les scènes d'action. Le clap, c'est, tu mets le clap devant la caméra, voilà. Mais quand t'as 19 caméras et que tu dois faire le clap, et qu'à chaque prise tu dois le faire, tu perds un temps fou, en fait. Donc on a dit plus de clap. Alors là, tout le monde gueule, mais non, il faut faire le clap. Et moi, j'ai dit, non, je suis d'accord avec Jean-Baptiste, on arrête de faire le clap, c'est moi qui monte, c'est moi qui dérush, je m'en fous du clap. Voilà. On va même pas utiliser le son, donc on s'en fout. Là où ça m'intéresse, c'est qu'on voit à travers ce réseau et ses collaborations qu'il y a bien un vivier Balles perdues qui s'est créé. Ce vivier, il repose sur une poignée de passionnés qui se sont trouvés avec la même niaque et qui semblent aujourd'hui rassemblés pour la plupart sous la bannière d'Inoxyfilm, la maison de production de Rémi Lautier, l'ami de jeunesse de Guillaume Pierret. Et c'est marrant parce qu'on peut tracer une origine assez claire de ce mouvement au début des années 2000 et la démocratisation d'Internet, où Guillaume Pierret a dévoilé l'un de ses premiers succès, le court-métrage Matriarche, au milieu d'autres productions semi-pro ou amateurs. Et puis c'est aussi là que le réalisateur et Alban Lenoir ont pu se rencontrer via MySpace, ça me rajeunit pas tout ça. Donc les plus jeunes ne connaissent pas MySpace, mais c'était un peu le prélude de Facebook, et c'est vrai que je découvre ce... C'était pas Matriarche d'ailleurs, le premier que je vois c'est Surrender, d'ailleurs où Rémi Lautier, notre producteur, est son acteur principal, où j'arrive à joindre ce gars-là, je fais mec c'est super ce que tu fais, alors moi je suis personne, hein, j'ai rien fait, je suis encore dans mes années figuration, j'ai peut-être fait HeroCorp mais je suis même pas sûr, et je lui dis mec faut qu'on fasse des choses ensemble, quoi. On est fait pour faire des choses ensemble. Après je vois qu'il fait Matriarche quelques années après, donc là du coup je lui renvoie un message, mais cette fois je l'insulte gentiment pour dire mec c'est quoi que t'as pas compris, prends-moi dans tes projets. Et quelques années plus tard il m'a envoyé le scénario de Balles perdues et c'était j'ai même pas le mot, c'était formidable. Je découvre le scénario que je rêvais de faire depuis toujours, que je pensais que j'aurais jamais dans les mains, et grâce à Netflix il a vu le jour. Du coup on a commencé à faire des courts-métrages à l'époque bénie où Internet commençait à percer en France, on va dire. C'était la grande époque des forums, et il y avait 2 forums de cinéma finalement, où des vidéastes amateurs wannabe venaient poster leurs courts-métrages. Et c'est là qu'on se confrontait à la concurrence, on va dire, c'est-à-dire des gens de notre génération, qui ont notre âge, qui font des choses incroyables, avec rien, hein. C'est-à-dire que l'idée c'est que tu fais des courts-métrages mais t'as rien, t'as pas de ressources, t'as pas de caméra, t'as juste tes 2 potes et puis tu fais des films d'action. Voilà. C'est ça qu'on regardait en priorité, et l'idée c'est de créer une émulation positive entre tous ces gens, pour voir qui arrivera à faire les films les plus marquants, en fait. Les courts-métrages qui prenaient 9 mois à faire, hein. C'était très très long. C'était pas des trucs torchés. Et du coup, nous, on s'est lancé là-dedans avec Rémi, donc le producteur de Balles perdues. Le fait d'évoluer sur le web, donc d'être constamment confronté aux avis du web, aux réalisateurs qui étaient sur le web aussi, du coup, forcément. Bon, on finit par les rencontrer dans la vraie vie, ils finissent par percer de leur côté, à avoir des films, et puis ce réseau devient un tout petit monde. Et dans ce monde-là, il y a Alban Lenoir aussi, qui fait ses trucs de son côté avec Morgane, par exemple, qui fait des courts-métrages d'action aussi. Le Morgane auquel Guillaume Pierret fait référence, c'est Morgane S. Dalibert, qui sera le chef opérateur sur les 2 premiers Balles perdues, avant de réaliser lui-même Aka, autre film d'action distribué par Netflix, toujours avec Rémi Lautier à la production et toujours avec Alban Lenoir en premier rôle. Perso, j'avais bien kiffé, notamment pour sa façon de jouer comme rarement avec le décor des tours HLM et des banlieues parisiennes qu'on voit trop peu comme ça, même si le film reprenait un peu beaucoup la structure de Man on Fire. En tout cas, lors de sa sortie en 2023, Aka a frappé fort, au point de devenir l'un des plus gros succès francophones de Netflix et de sous-entendre qu'il y avait bien un mouvement de cinéma instigé par Balles perdues. Et à ma grande surprise, moi qui pensais que Aka avait un peu été créé en réaction au succès du premier Balles perdues, Alban Lenoir m'a appris que la réalité était tout autre. Oh là, c'est bien plus long. Alors, avec Morgane, que je connais, on a fêté nos 20 ans d'amitié sur le tournage de Rapide, justement. Nous avons écrit Aka en 2007. Donc en 2007, on se dit, bon bah mec, il faut que tu réalises un film. Moi, on va m'écrire un rôle qu'on me donnera jamais en France. Donc on sort un peu des années Jason Bourne, de la série The Shield, de Shooter avec Marc Colbert qui est en train pareil d'exploser dans l'action. Et on se dit, il faut qu'on fasse quelque chose comme ça. Donc ça s'est transformé en film, puis après en série. À chaque fois, ça a failli voir le jour. Et puis au bout du compte, ça s'est jamais fait. Jusqu'à que Netflix dise... Allez go, allez-y. Ah bah il n'y a pas de Balles perdues, il n'y a pas de Aka. C'est là la question se pose pas. Et d'ailleurs il n'y a pas de Balles perdues, il y a plein d'autres films
où je ne suis pas, qui n'existe pas. Ce qui a motivé en partie cette vidéo, c'est qu'en parallèle de la sortie de Balles perdues 3, le nouveau film de Morgan S. Dalibert est sorti ce 16 avril. Ça s'appelle Rapide et on est cette fois sur un film de course. Mais bon, on va dire que ça compte dans le cinéma d'action et d'adrénaline au sens large. Pour la première fois dans l'histoire de la bande, ça sort au cinéma, même si le logo Netflix est encore présent en tant que financeur du projet. Et franchement, vous allez me voir venir, mais j'ai beaucoup de sympathie pour Rapide, alors que je craignais un mauvais mélange entre Jour de tonnerre et Gran Turismo. Alors pour le premier, c'est pas un problème parce que j'adore Tony Scott, mais j'avais un gros problème avec Gran Turismo qui racontait comment des joueurs du jeu vidéo s'étaient retrouvés à devenir de vrais pilotes parce qu'ils sont trop forts et parce qu'ils ont croivé dans leurs rêves. C'est souvent un défaut du film de sport à l'américaine que de présenter le talent comme récompense innée d'une méritocratie qui serait toujours juste et qui me semblait particulièrement maltraité dans Gran Turismo où ce gamin issu des quartiers populaires se met à loger dans des suites de luxe du jour au lendemain sans que ce soit un sujet. Alors déjà pour être clair, Rapide est super bien filmé. C'est nerveux tout en restant lisible et les sensations de vitesse grâce aux caméras sur les cockpits fonctionnent super bien. Mais surtout derrière sa structure narrative assez évidente, le film trouve une vraie singularité par sa dimension politique et sociale. On y suit Max, incarné par Paola Locatelli, qui veut devenir championne de F1. Alors qu'un stage en F3 lui donne l'opportunité de s'imposer dans le milieu, sa condition de femme la prive d'une sélection dans une écurie, malgré son talent évident. Et Rapide n'est pas juste un film sur une outsider. Le personnage ne cesse de se prendre des murs au vu de sa condition de femme et sa condition sociale, qui ressort encore plus lors de sa rencontre avec Stanislas, ancien champion et fils à papa excentrique, qu'Alban Lenoir joue comme un grand gamin loufoque. Vous vous doutiez qu'il était dans le film. Même en la prenant sous son aile, y a un fossé entre les deux. Et même si une jolie relation mentor-élève va se tisser, cette fracture sociale restera tout le long du film et va refléter les multiples murs que va se prendre Max, ce qui est joliment ironique pour un film où il faut aller très vite. Pour moi, c'est ce qui fait aussi l'identité française d'un film comme Rapide. Et Alban Lenoir, qui aide souvent à l'écriture des films dans lesquels il joue, l'admet à demi-mot. On le travaille que tout ce qu'on ne dira jamais en interview pour rester à notre place d'acteur, on essaie de le dire dans nos films. Bon, je sentais que la question le dérangeait un poil, mais j'ai insisté pour qu'il aille un peu plus loin quand même. Je sais que Morgan a eu un scénario qu'on lui a proposé pour Rapide, où après lui il a mis sa petite tambouille justement d'écriture pour remettre ça à sa sauce, et moi une petite échelle sur le rôle de Stanislas, j'ai modifié quelque chose, mais quelques trucs, mais c'est plus un message. C'est vrai que Morgan il me disait, il n'y avait pas du tout ce côté féministe au bout du compte dans Rapide. Il m'aurait dit que ça aurait pu être un jeune mec pauvre et contre les riches. En plus, on parle jamais de ça. Tout le monde dit Paola, jeune femme et jeune femme racisée. Donc non mais ça par exemple, on a fait une interview, personne n'en a parlé, ce qui m'a assez étonné, mais c'est encore un step en plus à passer en France. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, il reste une question. Est-ce que tous ces films, à commencer par Balles perdues, vont rester des anomalies, ou est-ce qu'on peut espérer un avenir radieux à ce renouveau du cinéma d'action français ? Perso, je serais pas forcément très optimiste, d'autant qu'en dehors de Netflix, Rapide ne s'annonce pas vraiment pour être un carton au box-office. Il nous manque encore des producteurs motivés, et comme souvent, ces épiphénomènes peinent à s'imposer dans le temps. Dans le domaine de l'horreur, on peut notamment penser aux French Frayers qui vendaient du rêve avant de disparaître très rapidement. Mais Guillaume Pierret, de son côté, ne désespère pas, mais estime qu'il faut pour cela se tourner vers l'international. Mais je pense que pour que ce cinéma existe bien en salle, il va falloir, je pense, refaire un peu le modèle d'EuropaCorp, c'est-à-dire de tourner en langue anglaise, mais en France, avec des techniciens français, des budgets français s'il faut, mais il faut que ça puisse s'exporter tout de suite. Parce que finalement, les films d'action marchent sur les plateformes parce qu'ils touchent le monde entier d'un coup et qu'il y a des spectateurs vraiment pour ça partout, quoi. Que ça se prolonge ou pas, ce que Balles perdues 3 confirme, c'est qu'il y a quand même une place pour ce cinéma-là, au moins sur les plateformes. Si le film déroule son intro très cool en Allemagne, c'est peut-être parce qu'il faut effectivement sortir du côté purement franco-français. C'est au fond ce que cette vidéo montre aussi. Bien que je tienne à la nature plus politique de ce type de proposition en France, il faut sans doute aborder cet artisanat de l'action avant tout entre passionnés issus des quatre coins du monde et ayant avant tout un goût pour la scène inédite. Et je pense que le meilleur moyen de résumer ça, c'est en laissant le mot de la fin à Alban Lenoir. On est entouré de talents de chefs de poste dans les SFX, dans les cascades. D'ailleurs, on se fait débaucher Enfin, ils se font débaucher, mais dans le monde entier, pour des énormes productions. Donc oui, il y a un vrai savoir-faire et toujours trouver la solution. Et la phrase que j'ai le plus entendue, moi, chaque fois qui me faisait rire, avec Guillaume, avant une énorme cascade, on fait « Mais qu'est-ce qui va se passer ?» Et le mec disait « Je sais pas, on l'a jamais fait. » Donc c'est surprise. Puis vu qu'il n'y a pas le budget de répéter, souvent nous c'est un one-shot pour les grosses
scène d'action. Donc, comme on dit, on serre un peu les fesses et puis ça passe ou ça casse. Et en général, ça passe et ça casse, mais au moins c'est passé, quoi. Vous auriez donc bien raison de vous jeter sur Balles perdues 3 grâce à votre abonnement Netflix, mais ce qui serait encore plus cool qu'une cascade d'Alban Lenoir, c'est de vous abonner à Écran Large. Ça coûte beaucoup moins cher qu'un crash de bagnole dans Balles perdues, ça vous donne accès à des articles exclusifs sur le site et ça nous permet de continuer à bosser sur ces vidéos et sur nos podcasts aussi. Le lien est en description, et si vous cherchez une autre dose d'action sur Netflix, Mathieu a le remède pour vous avec sa critique de Ravage, le dernier film de Gareth Evans. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao. Stop.